Donc déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau Meetup for Industry, qui est donc une série de webinaires qui a été lancée par ID4Car afin de partager, d'échanger les bonnes pratiques, vos bonnes pratiques, et d'avoir des temps d'échange un petit peu, notamment au départ au moment du confinement, puisque c'était un petit peu compliqué de se rencontrer et de pouvoir partager ce genre d'éléments. Donc l'idée était de créer un temps dédié pour que vous puissiez échanger entre pairs, entre membres du réseau ID4Car notamment, sur différents aspects qui nous semblaient intéressants d'aborder en cette période. Et donc la thématique du jour concerne la digitalisation, qui est une thématique que l'on suit de très près avec ID4Car, bien évidemment, qu'on a déjà abordé lors d'un événement à Renault, dans l'usine Renault du Mans le 6 février dernier, où on s'était posé la question de savoir si la digitalisation était un outil incontournable ou un gadget. Et qui nous avait donc, voilà, on avait eu de nombreuses interventions dans la journée. Ça avait été une journée très riche pour ceux qui étaient présents. Je pense que voilà, il y a eu vraiment de très bons retours, et on avait déjà eu l'occasion de voir Guillaume Rocati qui est présent aujourd'hui avec nous, de la société ADI, Askea Design Ingénierie, qui était intervenu pour nous exposer la manière dont la digitalisation avait été mise en place au sein de son entreprise. Et on trouvait intéressant de le faire réintervenir aujourd'hui pour déjà amorcer et introduire un petit peu le sujet, nous remettre dans le bain, et ensuite pouvoir aussi voir aujourd'hui, dans le contexte actuel, quelles sont les limites que vous pouvez connaître dans ces processus de digitalisation, quelles sont les nouvelles opportunités aussi qui auraient pu se présenter du fait du contexte, et voilà, savoir si c'est toujours aussi pertinent de se lancer dans cette aventure. Donc voilà, l'idée est de se poser un petit peu ces questions ensemble. Donc on va laisser Monsieur Rocati, Guillaume, prendre la parole. Et puis l'idée, c'est d'embrayer ensuite sur un temps d'échange plus libre. Donc je vous invite à prendre la parole, à participer et à être vous aussi acteur de la démarche, puisque c'est ce qui fait jusque-là le succès de ces temps d'échange. Voilà, c'est le côté participatif. Donc voilà, ne pas hésiter non plus si vous avez des questions. Vous avez le chat, vous pouvez soit les poser à Monsieur Rocati ou à moi-même via le chat, et on essaiera de les traiter au fur et à mesure. Et puis après, on sera plus sur un format d'échange libre. Donc voilà, on verra au fil de l'eau. Et puis moi, j'ai quelques questions à poser à chacun d'entre vous pour voir un petit peu comment vous vous situez dans ces process. Voilà, Guillaume, si tu veux prendre le relais, je te laisse la main. Alors, si je veux l'écran, ouais. Alors, comment je peux faire? Tac. Voilà, normalement, là, tu vas pouvoir, sur une présentation, tu vas pouvoir partager ton écran, je pense. Voilà, alors, hop, c'est pas ça que je vais mettre tout de suite. Ouais, j'ai fait une petite présentation. Alors, bonjour à tous. Effectivement, j'ai été intervenu le 6 février. Alors, les premières pages, je vais aller très vite, c'est ce que j'ai déjà montré le 6 février. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que je suis une toute petite entreprise. J'insiste là-dessus parce que, effectivement, la digit pour 2000 personnes, la digit pour 15 personnes, c'est pas la même chose. Alors, nous, on est 15, donc on pourrait dire que c'est facile parce que ça peut être le format d'une petite start-up, sauf qu'on est 15, mais une entreprise, alors qu'il y a, on va dire, la moitié qui a l'habitude d'utiliser à la base des ordinateurs, hein, je ne parle même pas des nouveaux outils digitaux, mais des ordinateurs, c'est-à-dire la partie bureau d'études et administration, et c'est la moitié de l'entreprise qui sont des personnels d'atelier, qui sont des ajusteurs, régleurs, qui n'ont pas l'habitude des outils digitaux. Je vous passe la présentation de la boutique. On est dans la plasturgie, on fait des moules pour faire des pièces en plastique. Et on est aussi producteur de pièces plastiques. Et on est très varié. Ça, c'est important aussi par rapport à la digit, c'est qu'on a une activité hyper variée. C'est-à-dire qu'on va faire de la toute petite pièce comme de la très grosse pièce, jusqu'à la planche de bord. Parce que la flexibilité que ça demande à la fois à mes gars d'études et mon atelier de savoir-faire des petites ou des grosses, on la retrouve aussi dans la digit. C'est-à-dire qu'on a très peu de choses standards.
15 personnes, donc j'ai un atelier avec une partie ajustage, une partie injection. Alors, ouais, ça, normalement, c'est juste pour montrer, quel secteur d'activité dans lequel je travaille, mais ça a d'autant plus d'intérêt aujourd'hui si vous voyez que le principal, c'est 95% pour l'automobile, 5% pour l'aéro. Et alors, en ce moment, je fais un peu de bâtiment. Vous connaissez tous ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'automobile et l'aéro. Donc, c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui de se poser la question de l'intérêt du digital, puisque je suis touché de plein cœur par les problèmes des activités dans ces secteurs-là. Alors, je passe, toute petite boîte, je passe ça, des gros clients, par contre, tous les donneurs, des constructeurs en direct et les principaux équipementiers automobiles, les principaux sur l'injection des pièces plastiques, on va dire, de petites et grandes dimensions. Alors, j'avais déjà montré ça. Alors, c'est marrant, s'il ne fait pas beau aujourd'hui, je voulais me mettre au bord de ma piscine pour vous montrer que je pouvais faire un webinaire au bord de ma piscine et que grâce à la digite, je peux toujours faire tout ça. Donc, la grosse problématique que j'avais déjà, alors je rappelle pourquoi je me suis mis à la digite. C'est que moi, donc, je suis un ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. J'ai besoin de pouvoir travailler de n'importe où, sur n'importe quel support, puisque je fais des achats du commerce dans la boutique et que je suis à gauche, à droite. J'avais aussi évoqué l'histoire de la problème d'un projet où on est tous autour de la Terre et les infos sont… la Terre tourne et on a les infos à chacun notre tour. Donc, ça, c'est une grosse problématique aujourd'hui. Enfin, c'était une grosse problématique qui est résolue grâce au digital. Et puis, alors, quand j'avais dit à l'époque, le 6 février, que le monde était fou, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Moi, je vis des choses ces derniers temps. Je pense que c'est pareil pour vous. Je ne pensais pas que ça arrivera un jour. La réaction des gens par rapport à la crise nous font faire, dans notre métier, des choses que je n'aurais jamais pensé imaginables. C'est devenu de pire en pire. Je reviens sur le fait que la moitié de mon personnel, c'est des gens qui utilisent les mêmes outils depuis 35 ans. Donc, je l'avais déjà dit à l'époque, en février. Donc, ça, c'est vraiment le gros truc. C'est que moi, j'ai des gens qui n'ont pas été habitués au changement et tout d'un coup, plus font leur balance de la digite. Alors que le mec, ça fait 35 ans qu'il bosse avec une lime. Voilà. Et donc, la solution, on a décidé chez nous que la solution, c'était la transformation digitale. Alors là, c'est ce qui est nouveau par rapport à la dernière fois. Donc, je rappelle quand même qu'avant de faire du digital, il faut avoir bien peaufiné son management visuel. Parce que qui dit digital, on parle bien entendu management visuel digital. J'ai un petit problème de traduction français-anglais, désolé. Donc, en 2017, avec l'école POP, que je pense que la majorité d'entre vous connaissent, consultant en management, en lean management, j'ai mis en place un lean management chez moi avec du management visuel, mais post-it papier. En 2018, comme avec les contraintes qu'on a vues avant, en 2018, je me suis tout de suite orienté vers des solutions de communication digitale. Donc, j'ai choisi un logiciel qui s'appelle Iobeya, qui est payant parce que c'est un partenaire de l'école POP. Et j'utilise aussi Trello parce que c'est gratuit. Donc, il y a la partie payante, c'est là où on rentre un peu dans le détail. La partie payante Iobeya, c'est pour la communication interne. Par contre, la partie Trello, c'est que j'ai mis aussi du management visuel avec plusieurs de mes sous-traitants. Et forcément, mes sous-traitants, ça peut être des boîtes de 4-5 personnes, encore plus petites que moi, des petites boîtes de mécanique. Et je ne vais pas leur imposer d'acheter Iobeya. Si moi, j'ai décidé d'avoir un interne, je ne peux pas leur imposer d'acheter Iobeya. Donc, en prenant Trello, ça permet d'avoir tous nos échanges en digitaux. Alors, quand je dis digitaux, ce n'est pas mail, hein, c'est autrement, mais grâce à un logiciel gratuit. Et puis, donc j'avais POP, j'avais les outils derrière, mais par contre, il a fallu que je travaille sur mes process. Et là, j'ai décidé de faire appel au dispositif Dynamique Industrie du Futur qui est piloté. C'est un programme proposé par la CCI Pays de Loire. Et donc, dans ce programme, j'ai un consultant indépendant, mais envoyé par la Chambre de commerce qui me suit, un chef de projet de la Chambre de commerce et tout un panel de formation. Et on travaille sur plusieurs plans d'action, dont, alors dans l'industrie du futur, on n'a pas que la digite, mais on a un gros volet qui est
Je vais vous montrer juste après sur la digite de nos process. Et puis 2020, alors je ne mets pas la crise, je mets les crises. Parce que le Covid, c'est une chose, mais l'automobile, alors comme l'aéro, c'est qu'une petite partie de mon activité, je ne l'ai pas mis là, mais l'automobile, c'est quand même pour moi, c'est pire que le Covid. C'est pire. Économique, bon, on va dire ça va avec. Parce que moi, l'automobile, ça a commencé à me frapper déjà, même, je mets 2020, mais ça a commencé déjà à me frapper en fin 2019. Et là, on a beau être déconfiné, on a beau on va dire que le risque est bien diminué, la crise automobile est toujours là. Et moi, alors je ne sais pas comment c'est dans vos sociétés, alors on n'a jamais fait de chômage chez ADI. Alors j'ai eu quelques gardes d'enfants, mais grâce en partie à ma transformation digitale, j'ai réussi à garder mon activité en permanence tout le temps. Après, vous allez me dire, ce n'est pas parce que j'ai du digital que je vais avoir de l'activité, que je vais avoir de la charge dans mon atelier. Et en fait, pendant le confinement, j'ai eu à faire les moules pour lesquels j'avais eu les commandes avant le confinement. Donc, je dirais que la période de confinement, moi, il a juste, alors le juste entre guillemets, fallu gérer comment on fonctionne maintenant qu'on n'est plus ensemble. Et ça, le digital m'a énormément aidé. Par contre, l'automobile, là, c'est après le confinement, c'est là qu'on commence à souffrir. Alors, je disais tout à l'heure à Simon, je souffle enfin depuis 2 jours parce que je viens de prendre une commande qui me donne 4 mois de visibilité il y a 2 jours. Mais jusqu'à il y a 2 jours, je fonctionnais avec une charge à 3-4 jours devant moi. Et quand vous voyez à 3-4 jours devant vous, et ben vous êtes, alors déjà c'est hyper stressant, je ne pensais pas la peine de vous le dire, en tant que manager, c'est, voilà. Le digital, c'est d'autant plus important parce qu'on a besoin de beaucoup de souplesse. Donc, dynamique industrie du futur. L'objectif dans ma transformation, là, c'est con, j'aurais dû faire un truc avec les trucs qui arrivent au fur et à mesure. Donc, mon objectif principal, c'est, alors je ne sais pas si je l'avais dit au Mans, je veux passer de la DSL à la fibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le premier truc que j'avais mis en place, c'était, j'ai de l'information descendante. Alors, avec le management visuel plus IOBIA, j'ai une information descendante très rapide, un super débit. Parce que c'est moi, méga du BE, nous, on est habitués au digital et on a envie de donner les informations rapidement. Sauf que le personnel d'atelier, il reçoit des infos, il est content, il a des infos à jour, machin. Sauf que pour redonner, lui, de l'information dans l'autre sens, ça, c'est plus compliqué. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un bon débit dans les 2 sens. Donc, on passe de l'ADSL à la fibre. C'est l'image que je donne à ma transformation. Et quand je dis 100% digital, c'est le ou pas, c'est on se pose quand même la question. Alors, je ne me repose pas la question de gadget ou outil incontournable, parce qu'outil incontournable, moi, c'est bon, on est convaincu. Sur les 100%, il y a peut-être des petits bouts de gadget. Donc, il faut bien trier quand même. Alors, il y a le côté gadget et le côté… alors, je dirais le côté gadget, quand tout va bien, qu'on gagne de l'argent, on peut en dépenser un peu pour le gadget, pour se faire plaisir, c'est fun, ça a un impact sur le personnel quand même. Par contre, quand on tire le diable par la queue et qu'on est en négatif, parce que c'est le cas en ce moment chez moi, j'ai beau y avoir de l'activité, c'est de l'activité à pas cher, c'est clair que les gadgets, on les regrette et on a envie de tout virer, quoi, la partie gadget. Par contre, là où je me pose la question, ce n'est pas entre l'incontournable et le gadget, c'est entre là où c'est incontournable que ça soit en digital et finalement, il y a quand même quelques trucs qu'il faut laisser en papier parce que le digital a une limite. Voilà. Alors moi, Guillaume, si je peux réagir rapidement, ce que je trouve intéressant dans moi, ce que j'entends en lisant aussi entre les lignes dans ce que tu nous dis là, c'est concernant ces processus de digitalisation, c'est le fait de choisir les bons outils et de les faire à sa main, et aussi une logique de step by step, de vraiment pas faire la révolution tout de suite, mais plutôt induire des changements plus petits les uns après les autres pour aussi permettre à ces équipes de se familiariser avec les outils, d'adapter leurs pratiques, etc. Et voilà, et ça, je trouve ça très intéressant dans l'expérience que tu nous présentes. Voilà, on sent que t'as pas non plus, tu as été petit à petit, quoi. J'ai un plan d'action bien défini qui a pris un grand coup dans le nez. Alors, on n'a pas répété, hein, mais qui a pris un grand coup dans le nez parce qu'avec le Covid, en une journée, il a fallu qu'on accélère sur la digite, alors qu'on était en train de commencer sur des plans d'action pour lesquels on avait prévu 6 mois.
on avait justement prévu avec notre chef de projet dynamique d'étaler ça sur 6 mois. Et tout d'un coup, il a fallu qu'en 2 jours, on déploie des trucs. Et là, je vais en parler tout à l'heure, parce que là, ça a été pas une catastrophe, mais voilà. Non, ça n'a pas été une catastrophe. Enfin, ça a été une catastrophe dans les… c'est-à-dire, je n'ai pas eu le temps de former mon personnel d'atelier, je n'ai pas eu le temps de les préparer psychologiquement, et ils sont tout retrouvés tout d'un coup avec des trucs, ils ont dit la digitalisation, c'est de la merde. Faut qu'on revienne comme avant, ça ne sert à rien, c'est nul, machin. Donc, en fait, moi, l'idée, c'était de leur passer en douceur, et alors là, ça a été… alors, il a fallu que je fasse de la psychologie, quoi. Voilà. Mais voilà, ça nous a aidés, mais on a été trop vite, quoi. Voilà. Oui, ouais. Et alors, où on s'est retrouvé, c'est que du coup, en rien de temps, parce que mettre enfin, il y a l'aspect… dans la digitalisation, il y a aussi comment je gère en termes de hard toute la transmission des données. C'est que pour utiliser mon logiciel, j'ai besoin que les données elles soient à un certain endroit. Alors, c'est là que je peux peut-être basculer. Alors, par contre, j'ai mon truc en là. Si je prends, par exemple, je vous montre, alors pour ceux qui ne connaissent pas, un truc tout bête, Ayobeya. Ayobeya, donc c'est des panneaux, alors, où tu as mis le doigt dessus aussi, c'est personnalisable. Alors, Ayobeya, il y a des concurrents. Hein. Je vais citer le nom Ayobeya, mais vous mettez à chaque fois, enfin, on va dire management visuel, quoi. Je clique, par exemple, sur ce lien. Alors, c'est-à-dire que n'importe quel opérateur dans l'atelier clique sur ce lien et va avoir accès au dossier complet du truc. Et dans le dossier complet, voilà, il va avoir, hop, très rapidement, alors on va dire que ça peut être confidentiel, mais alors là, c'est juste que je suis chez moi et je n'ai pas la fibre là. Donc, c'est un peu plus long que d'habitude. Et normalement, je suis censé ouvrir une vue. Voilà. Et puis, je pompe un peu sur la… Attendez, je vais virer un… J'ai un truc en VPN que je vais virer parce que ça permettra de gagner un peu de bande passante. Ah. Guillaume, on t'entend. C'est bon, je suis revenu là. C'est bon? Ouais, nickel. Ouais. C'est-à-dire que dans mon atelier, alors l'objectif, c'est qu'en cliquant juste, alors je reviens, j'en ai peut-être parlé le 6 février, mon objectif, c'est que tous mes gars, s'ils sont contre s'ils sont pas pro de la digitalisation, ils savent commander au McDo. Donc l'idée, c'est s'ils savent commander au McDo, c'est qu'ils savent aller là-dessus, cliquer sur dessus et avoir accès aux données. Par contre, ces données, pour que j'y ai accès de là, eh ben, il faut qu'elles soient à un certain endroit. Et entre autres, je ne peux pas pointer sur mon serveur. Donc, vous vous retrouvez en peu de temps à remettre toute votre organisation de serveurs informatiques. Donc, j'ai bricolé en faisant du OneDrive très rapidement, mais aujourd'hui, je suis à une seconde étape, c'est comment je mets toutes mes données dans le nuage. Sachant que j'ai de la donnée bureautique, ok, des vues, des machins, mais j'ai aussi des gros fichiers de plusieurs gigas de CAO, de fichiers de CAO. Donc, travailler dans le nuage sur des CAO de plusieurs gigas, là, on rentre dans les histoires de problèmes, ça devient compliqué. Donc, voilà, nouvelle organisation des données voilà, des données. Alors, ce n'est pas l'organisation qui est à transmettre, hein, c'est les données. C'est où je mets les données que je dois transmettre. Et là, vous pouvez vous retrouver très vite avec des gros changements. Hein. C'est que, soit, je ne vais pas rentrer dans les détails de serveurs informatiques, mais soit je mets 10 000 €, alors pour une PME de 15 personnes, hein, je le remets à l'échelle, hein, soit tout d'un coup, je me retrouve à mettre 10 000 € pour avoir un nouveau serveur, soit il faut que je prenne un abonnement chez un, voilà, mais ça remet tout en cause, quoi. Enfin, ça remet beaucoup de choses en cause au niveau informatique. Voilà, donc là, le faire en 2 jours, il a fallu du coup qu'on bricole. Mais c'est une des problématiques. Après, c'est quel support j'utilise pour transmettre. Alors moi, effectivement, je vous ai montré, j'ai Ayobeya. Alors, je transmets des informations comme ça. Donc, je vous ferai un petit tour d'Ayobeya après. Et puis après, quel support aussi pour les remonter? Parce que j'ai dit que je voulais que mes gars puissent remonter des infos, mais comment je les remonte? Et alors là, je vais vous faire une petite passe sur Ayobeya, parce que je n'avais pas pu le faire du coup le 6 février. Ayobeya, là, le panneau, c'est 100% libre. C'est-à-dire que le fond, c'est moi qui l'ai fait, tous les trucs, c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas besoin de vous prouver que c'est quand même super sympa d'avoir des vues, d'avoir des images, d'avoir des trucs un peu ludiques, des machins, des alertes, vous voyez. Et puis, si je veux que ça soit l'alerte, voilà, c'est très facile de la rendre machin. J'ai les têtes de mes gars, j'ouvre des
cartes, je vais avoir tout un tas d'infos dedans sur les infos sur mon moule. Je vais sur un autre panneau. Je vais choisir le mauvais forcément. Oui, parce que celui-là, il est parti. Je vais sur un autre panneau. Ouais, non, j'en ai plus. Ouais, il a été viré. Donc ça, c'est ma partie planification. J'ai ma partie planification BE. C'est tout du visuel. Le gars, je lui ai mis là, je lui ai mis une priorité 1 ce matin, une priorité 2, une priorité 3. Je veux changer les priorités, je fais ça. Et lui, en même temps, sur son PC, il a les priorités qu'on changé. Je ne sais pas si vous voyez les manips que je fais. Voilà, c'est d'une super grande souplesse. Pendant le télétravail, quand moi j'étais en tant que chef de projet à valider des études, à dérouler des études avec mes gars, ben les remarques sur les études qu'ils faisaient, je les mets sur l'écran. Au fur et à mesure, le gars il m'a un petit validé, je vais revérifier dans le 3D que tout est bon. Enfin, on n'a pas besoin de s'appeler, de s'envoyer le mail, tout reste, c'est vraiment super pratique. Donc là, c'est la partie pour laquelle je suis convaincu depuis 2 ans et qui, pendant le télétravail, nous a encore énormément aidé. Guillaume, moi j'ai une petite question sur IOBIA et ce type d'outils justement, parce que je pense que c'est un peu des problématiques ou des questions qu'on peut tous se poser à nos niveaux à l'interne dans nos organisations. Tu estimes à combien de temps, semaine, le temps que tu peux passer sur IOBIA pour justement faire descendre de l'information, mais aussi pour capter celle qui t'est remontée? Est-ce que tu arrives à quantifier un peu le temps passé? Mais j'ai envie de dire presque c'est du temps masqué. Alors, oui. Aujourd'hui, c'est quasiment du temps masqué parce qu'au lieu d'envoyer un mail, tu le mets sur IOBIA. D'accord, ok. C'est voilà. Ça va être ça, voilà. C'est que non, aujourd'hui, effectivement, au bureau d'études, enfin, on va même gérer plus vite, quoi. Et en fait, c'est tout bêtement, tu crées ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle chez nous une carte affaires, mais un lien. En fait, c'est qu'au départ, quand tu crées une affaire, nous, on va créer une carte. Je vais créer cette carte-là, je mets un lien hypertexte qui m'envoie vers un répertoire. Et après, en fait, c'est les données qu'avant, j'imprimais pour donner dans un dossier papier à mon atelier. Et ben, au lieu de les imprimer, je les mets dans le répertoire, classés sur des… Voilà, et le gars, là, directement, donc en fait, c'est pas plus de boulot. Ou c'est plus de boulot, enfin, c'est plus de boulot. Le petit changement au BE, c'est que avant, ils aimaient bien, c'était imprimé en papier et gribouillé à la main. Et puis nous, du coup, pour que les dossiers soient bien clairs, enfin qu'on ait tous les dossiers, enfin les infos, on scannait et on archivait dans les dossiers. Et maintenant, je leur demande de faire tout ça en PowerPoint. Donc en fait, j'ai organisé une formation PowerPoint à mes projeteurs BE parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils maîtrisaient, enfin, ils ne savaient pas servir de PowerPoint. Donc je leur demande juste, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je vais plus vite à faire un document papier ou un document PowerPoint? Pendant les 6 premiers mois, je pense qu'on va plus vite à faire un document papier. Au bout de 6 mois, on va plus vite à faire un document PowerPoint. Et l'avantage, c'est que le document PowerPoint, il est archivé au bon endroit, ce qui fait que, alors, l'atelier a accès, mais c'est aussi moi qui ai accès. Si j'ai une question de l'atelier alors que je suis en déplacement chez un client, et ben, je vais sur MyOBIA et j'ai accès au même truc. Il n'a pas besoin de me faire une photo du dossier papier qu'il a chez lui, quoi. On a accès à la donnée partout, quoi. Je suis désolé, je parle vite, mais j'ai du mal à me corriger là-dessus. Alors, la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est je balance, c'est que je vous ai mis l'exemple je vais remettre l'exemple de ça. Voilà, je manque de réseau, machin. Pourtant, celui-là, ouvrir le lien, il me l'a ouvert tout à l'heure. Voilà. Ouais, le webinaire, ça doit me pomper comme du. Oui, en bande passante, ça pas mal. Bon, imaginez tout à l'heure, j'ai affiché un JPEG. Maintenant, si je veux de l'info remontante, c'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, affiché un rapport de contrôle, enfin des codes à contrôler. Il faut que mon gars, il me note les codes dessus. C'est-à-dire que mes personnels d'atelier, il va falloir que je les forme à utiliser des logiciels type PDF Reader et sur lesquels je peux écrire. Et ils vont me dire que ça prend du temps, là, pour le coup.
Alors, l'autre Ok, ouais. solution, si je veux acheter des tablettes, mais là, pour le coup, la crise. Alors, la conséquence de la crise, c'est que j'ai tout décalé l'invest des tablettes. Hein. Mais il faut après que je leur apprenne à ouvrir un PDF et à la main, avec le doigt, écrire la cote, mais correctement, au bon endroit, et enregistrer. Donc ça va être une des problématiques des données remontantes. Alors ça, c'est le côté Et technique. Et après, attends, je finis juste, il y a le côté aussi avoir envie de la donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me demandait de la faire en papier, ils ne la faisaient pas forcément. Donc en plus, après, ça va être… voilà. Je t'écoute. oui, ben, ma question était quand tu parlais de formation de tes personnels, comment tu gères ça? Est-ce que tu fais les choses toi-même? Est-ce que tu t'es entouré, je sais pas, est-ce que tu fais appel à des cabinets extérieurs pour faire un peu de conduite du changement, de la formation? Enfin voilà, c'était un peu Alors, la tout ce qui est question. outils Office, en fait, PowerPoint, mais je vais en profiter pour les autres outils. Ben, j'ai la moitié de mon personnel qui va aller faire des formations à 15 km de chez nous dans un organisme là, qui nous a fait des prix intéressants. Okay. Et puis, j'ai mon chef d'atelier qui, justement, mardi prochain, on dirait vraiment qu'on a préparé. Mardi prochain, alors dans le cadre de Dynamique, on a droit à des formations et il va faire une formation, aide à la conduite au changement, conduite du Super. changement. Voilà, donc avec la Chambre de commerce. Les formations que je n'ai pas trouvées dans le catalogue Chambre de commerce, c'est… alors là, c'est bien parce que c'est le manager qui va apprendre comment faire changer ses gars. Et puis en même temps, il va faire aussi une petite formation atteindre des objectifs. Mais c'est comment mes gars d'atelier, enfin d'avoir une formation pour les gars d'atelier, comment les aider à changer. C'est-à-dire que là, en fait, on va former mon manager pour qu'il les aide à changer. Mais moi, j'aurais aimé que je trouve une formation où c'est ces gens-là directement. Et puis j'aurais aimé l'avoir dans le catalogue CCI parce que j'ai un forfait. Où c'est des personnes qui vont en formation et on va les aider à changer. Quoi. Parce que moi, toutes les explications que je leur fais, ils en adoptent 50%. Mais après, c'est je reste le patron qui veut se faire plus de fric, qui veut machin, leur demander plus, aller plus vite, tout ça. Voilà. Donc, il faut que j'arrive à trouver quelque chose dans ce genre-là qui soit convaincu que c'est vachement mieux pour eux. Faut qu'ils trouvent un intérêt pour eux. Bien sûr, L'intérêt qu'ils ont ça pour fait l'instant, c'est qu'ils ont un grand écran dans l'atelier, entre midi et deux, ils regardent YouTube. Si c'est pour qu'ils regardent YouTube sur les tablettes, ça ne m'intéresse pas. Voilà. c'est clair. Mais ce que je veux vraiment, c'est faut que je trouve le truc, le coup de baguette magique qui fait que mes gars, ils auront l'info sur leur tablette et ils vont nous la remonter. Et ils vont dire c'est génial. Mais le c'est génial, de toute façon, si ça passe par un moment par la paye, c'est compliqué. Quoi. Voilà. Et c'est pas le moment. Ouais, les principaux avantages, alors, je leur dis quand même, planification optimisée grâce à mon logiciel Adiobeia. Vous avez vu là, je rentre dans le détail. Ce matin, réunion de prod, ça se bouge super vite, machin. Cette ressource, c'est plus lui, c'est lui qui va bosser à la place. Enfin, tout est super simple. Alors ça, je vous mens pas, j'ai gagné 20%. Je fais le même boulot avec 20% d'effectifs de moins. Et ça, c'est du gain. Ça a été le gain, il a été en un mois. Pas parce que mes gars travaillent plus vite, mais parce qu'ils ont moins de temps mort. On gère moins des urgences parce qu'on planifie bien mieux. Après, vous pouvez déjà avoir des logiciels de planification qui sont super. Hein. Je ne connais pas vos logiciels. Mais moi, ça a été vraiment, par rapport à ce que j'utilisais avant, qui était de l'Excel basique, ça m'a déjà 20%. Sur les temps d'ajustage, je peux vous dire que c'est pas 20% sur le prix d'un moule, hein, s'il y a des acheteurs de moules dans la salle, là, c'est 20% sur le temps d'ajustage. La souplesse dans l'accès aux informations à jour, forcément, le papier, il n'est jamais à jour. Là, si l'information qui est sur le réseau est à jour, mais non, nous, on travaille beaucoup avec des plans d'action, j'ai plus le problème d'avoir le plan d'action qui n'est plus à jour dans l'atelier, parce que s'il est fait à jour sur le réseau informatique, il est forcément à jour dans l'atelier. Le côté ludique, sympa, des tableaux avec des couleurs, des images, des machins. Voilà, je peux vous montrer un truc sympa. Par exemple, on a un voisin là. On vient d'avoir un brasseur qui vient s'installer à 10 mètres de chez nous. Ce matin, je leur ai balancé pour la réunion d'ouverture. Là, vous avez l'info sympa. Il y a un brasseur, il y a une libération. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de voilà, les anniversaires, les machins. Ça, j'insiste là-dessus, parce que j'ai rigolé quand j'ai vu mes clients. J'en ai pas parmi l'assistante, normalement. En une demi-journée, on était opérationnel pour le confinement, avec la moitié du personnel en télétravail et l'autre en moitié en atelier. C'est-à-dire, quand je dis une demi-journée, c'était presque 2-3 heures.
C'est-à-dire que on a été confinés, je ne sais plus quand, le mercredi. Le mercredi après-midi, on bossait comme si de rien n'était. Le temps de transporter les PC, de créer des comptes VPN à tout le monde parce que tout le monde n'en avait pas, de se mettre des règles entre. On s'est fait tout de suite. Alors, on travaille avec Teams, on a Microsoft 365, Office 365. Donc, on travaille avec Teams, on s'est fait une conf call avec Megadube, mon chef d'atelier. On s'est mis d'accord sur quelques règles et en une demi-journée, on était opérationnel. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à gauche, à droite, et ça, rien que pour ça, je me suis dit, je ne sais pas comment j'ai eu l'idée géniale de me mettre au digital il y a 2 ans. Enfin, je ne pensais pas qu'il y aurait le confinement un jour. Et voilà, et donc on fait beaucoup de partage d'écran avec Teams. Et alors, ce qui est super maintenant, c'est que même si les gars sont venus chez nous, ils partagent l'écran quand même avec l'atelier pour que, sans monter au bureau d'études, c'est toujours l'histoire de l'atelier en bas, le bureau d'études en haut, ils ont accès au 3D en bas. Donc, du coup, ils partagent. Voilà. Alors, les principaux problèmes, on arrive au bout. L'adhésion du personnel d'atelier aux nouveaux outils, les formations pas encore adaptées, je l'ai dit. Et alors, le problème que je n'ai pas encore résolu là, mais comme je n'ai pas acheté mes tablettes, voilà, c'est le matériel digital dans un atelier où on manipule des moules de 40 tonnes et on a régulièrement des fuites d'huile et les mains pleines de graisse. Parce que je prends ma tablette. Là, aujourd'hui, on était parti pour prendre des tablettes à 3. Je prends ma tablette à 3, je la pose, ping, il y en a un qui passe, machin. Enfin, je vous remets une photo peut-être de mon atelier. Bon, là, sur la photo, hop, il était relativement bien rangé, mais bon, il est à peu près tout le temps comme ça. Voilà, les postes de travail. Vous voyez ma flèche ou pas sur les... Simon, on voit ma flèche? Oui. Ouais. Voilà. Ça, c'est chaque ajusteur a une travée avec 2 ponts et un établi. Au début, on s'est dit, on va mettre les tablettes en dur au niveau de l'établi. Sauf que comme on fait des gros moules, l'ajusteur, il bosse là, à l'autre bout. Donc, comment il fait à chaque fois pour regarder? Alors, on a dit, on va mettre les tablettes, on va les mettre mobiles. Mon coco, je pose la tablette ici sur une petite table, machin, ping, la tablette par terre. Alors après, on va dire, on va faire des petits chariots. Sauf que des fois, il y a un beau bordel qui fait que là, on voit pas forcément. Là, il y a bien plus de moules en ce moment. Je peux avoir plus de moules. Comment mon chariot passe? Donc là, le digital dans un atelier, c'est bien, mais le smartphone, c'est tout petit. La tablette A4, c'est limite trop petit. Il faut presque des A3. Mais comment j'ai une tablette tout le temps à dispo de mon gars quand il bouge? Parce qu'il est très mobile. Enfin, il est très mobile dans un espace de 10 mètres par 4. Donc, si dans l'assistance, il y en a qui ont déjà la solution, ça m'intéresse. Alors, je dois aller voir une boîte qui s'appelle Team Plastique là, à Châteaubriand, je pense que vous connaissez, qui a déjà des tablettes dans l'atelier. Et je dois voir comment ils fonctionnent. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas comme un fraiseur qui est sur une machine et qui a sa tablette. Moi, mes gars, en ajustage, ils tournent autour du boule, ils se promènent. Et alors, ce qu'ils font aujourd'hui, ils prennent une photo avec leur smartphone et puis ils se promènent. Mais là, ce n'est pas efficace. Et c'est là où ils me disent que la digite, voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai mis comme problème encore? Excusez-moi, et si j'aurais pas le même problème avec du papier, en fait? Cette mobilité avec du papier, c'est problématique aussi, non? Non, parce qu'aujourd'hui, nos dossiers, en fait, c'est dans des classeurs plastifiés. Le gars, il le prend, il le pose sur son moule. S'il tombe par terre, c'est pas grave. S'il reçoit de l'huile, c'est pas grave. S'il y a de la graisse, c'est pas grave. Vous voyez, c'est là le truc, c'est la tablette. Alors, j'hésite entre acheter des tablettes à 3 chères, performantes, et acheter des tablettes low cost pour dire c'est inconsommable la tablette. Et alors, ce qui est intéressant dans l'outil Ayobeya, c'est qu'il est dans le nuage, et c'est qu'en fait, j'achète des tablettes, j'ai besoin de rien dessus. Je n'ai pas d'Office 365 pour chacun. La tablette, c'est juste un terminal, et avec Ayobeya, en fait, il aura accès à toutes les données qui seront dans le Drive ou sur Azure, ou je ne sais pas où. Voilà, pour l'instant, je réfléchis à Azure. Mais non, le papier, le gars, un moule de planche de bord, ça fait 2,50 m par 1,50 m, il le pose sur le moule. D'accord. Et il doit repolir une zone, il va poser son papier à côté de la zone à polir, et il regarde en même temps les zones à polir. Ok, merci. Voilà. Et du coup, j'ai abordé les coûts d'investissement du matériel digital, c'est que là, les tablettes que j'avais regardées, c'était à 1 000 € là. Il m'en faut 8. Alors 8 000, pour moi, c'est énorme. Et puis 8 000, si je les change tous les mois, ça va faire beaucoup, quoi. Voilà, donc ça, c'est… Et surtout quand on parle de crise. C'est-à-dire qu'il y a 4 mois, j'étais prêt à les acheter.
Sauf qu'aujourd'hui, voilà. Alors, Oui. ouais, ça, je me s'en fout. Je vais revenir à Iobea juste pour vous montrer. Quand je vous ai vu la dernière fois, j'avais une salle à Iobea. Et maintenant, j'ai une plateforme avec 5 salles. Parce que j'ai d'autres options. Et effectivement, ça aussi, ça a un coût. C'est-à-dire que le jour où vous choisissez votre logiciel, il ne faut pas se planter. Parce que j'ai quelques petites innovations, c'est que maintenant, je travaille avec des roues, comme vous devez en avoir chez vous, mais digitalisées. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je clique dessus, ça m'ouvre un truc. S'il y a un problème, alors je rentre juste dans le détail. Hop, je mets le nombre de problèmes que j'ai aujourd'hui, ça me met du rouge, hop, et puis hop, ça me met un graphique à jour, et puis en même temps, c'est censé m'ouvrir, mais là, j'ai peut-être pas pris le bon, une fenêtre en disant quel est le problème, comment tu le résous, et ping, ça envoie une info à un autre, quoi. Mais là, je vais pas. Là, le but, c'est pas de faire de la pub pour Iobea, mais on est typiquement aussi dans le remontant. Voilà. Par contre, j'ai fait une connerie, donc hop, voilà. Je trouve ça intéressant puisque finalement, tu arrives à centraliser une grosse partie de ton activité, de la gestion de ton activité sur cet outil. Alors, quasiment voilà. Le problème, c'est les sous-traitants. Alors, le sous-traitant, j'ai fait ça. C'est que mon sous-traitant. Alors, voilà, je vais en prendre un où il y a les sous-traitants. Je travaille avec Trello. Et en fait, l'idée, c'est que une carte, c'est une demande de chiffrage. Il répond en prix en délai. Alors, vous voyez là, hop, j'ai des. On va l'ouvrir. Elle ne veut pas s'ouvrir. Une autre. Là, vous allez voir, c'est pas mal aussi. Si ça veut s'ouvrir, c'est pas mal. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Bon, en gros, j'ai créé des cartes quand je sous-traite. J'ai créé une carte, je mets une image, je fais un lien à un fichier. Et dedans, je dis, il faut ou je donne un prix et je demande si le gars est prêt à me l'acheter, à me le faire à ce prix-là, ou je lui demande de me le chiffrer. Je fais une proposition de délai où je demande qu'il me mette son délai. Et par un jeu d'étiquettes, c'est vraiment con que je n'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? Ça va venir, putain. Ah, oula. Alors là, j'ai fait une connerie. Là. Bon, c'est pas grave, c'était les mois précédents. Pourquoi je ne peux pas ouvrir une carte Trello? On va aller sur un autre tableau en disant que. Allez, ouais, bah là, c'est Internet qui bug. Hein. Voilà, c'est-à-dire que mon BE crée une carte. Moi, en tant qu'acheteur, parce que j'ai multi-casquette, hein, je donne des objectifs de prix ou je négocie les prix grâce à ça. Et quand c'est validé, après, hop, on promène. La pièce, elle a été envoyée. Le gars, il est en train de l'usiner. Il m'explique s'il risque d'avoir un retard. Je lui dis quand elle est bonne. Et après, je la mets là. Et hop, automatiquement, fin de mois, parce qu'on travaille des commandes à fin de mois avec ça, où on met tout. Hein. Mon assistante, elle fait un export du Trello, plus ça me crée un fichier Excel commande qu'elle récupère dans le ERP. C'est super bien. Et là, c'est sous-traitant. Parce que le sous-traitant, il n'a pas Iobea. Mais ça permet à n'importe quel moment de mon smartphone de savoir où on a le sous-traitant, que mon chef d'atelier, alors parce que dedans, allez, on espère que la carte va s'ouvrir. Putain, elle ne veut pas s'ouvrir. Dedans, il y a des commentaires. Toutes les discussions avec le sous-traitant ne se font pas par des mails à part, mais toutes les discussions se font dans la carte Trello. C'est-à-dire que mon chef d'atelier, il a l'historique de toutes les discussions entre le dessinateur, l'acheteur et le sous-traitant. Une demande de dérogation, un machin, une dérogation de délai, un machin, enfin voilà. Tout est dans la carte. Est-ce que tu reçois encore des mails à côté, du coup, ou est-ce que tout passe par tes outils? Non. En interne, avec mes sous-traitants, c'est quasiment… Enfin, en interne, très peu de mails. Et avec les sous-traitants, avec qui je bosse avec Trello, parce que tous n'ont pas voulu. J'en ai 3 dans mes usineurs à qui je bosse avec Trello. Et là, avec ceux-là, on ne s'envoie plus de mails. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Alors, vous avez bien compris que pendant la crise, quand vous avez un dessinateur dans sa maison, alors télétravail, c'est une chose, mais le télétravail, le mec, il peut venir. Mais pendant la crise, il ne peut pas venir. C'est-à-dire qu'il est déconfiné. Et alors, on s'était mis une règle aussi chez nous, c'est qu'il y avait l'équipe atelier, l'équipe télétravail, et l'équipe télétravail, même s'ils avaient le droit d'aller au travail avec l'autorisation qu'il a bien, interdiction d'aller au travail. Parce qu'on voulait préserver l'équipe atelier, c'était toujours les mêmes qui étaient ensemble. Voilà, pendant la crise. Alors, je vois qu'on avait une réaction de Bertrand Desnaux, peut-être qui nous disait que la réalité virtuelle pourrait avoir un intérêt. Je pense c'était plutôt par rapport à Trello, j'imagine. Est-ce que monsieur Desnaux… En fait, c'était par rapport à l'utilisation des documents à l'atelier. On parlait de Grèce, de choses comme ça.
J'ai participé, moi, à des webinaires, notamment par une entreprise qui est basée à Laval. J'ai perdu le nom, mais qui est spécialisée justement dans l'aspect virtuel des choses. Donc, à partir d'un masque, en fait, on peut avoir un plan sous les yeux, on peut zoomer sur ce. Je me suis posé cette question-là. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses intéressantes comme ça. Ça sert aussi beaucoup dans la maintenance, le SAV, où le centre ADV, qui est basé dans une autre ville de France, envoie toutes les infos en fonction de la panne qui se trouve devant les yeux de l'opérateur. Et c'est un gain de temps exceptionnel. Donc, je ne sais pas s'il y a une relation possible entre votre métier, Monsieur Rocati, et puis la réalité virtuelle. En tout cas, ça pourrait répondre à une problématique de toucher des documents avec des mains pas forcément certaines. Ah, tout à fait. Alors, moi, quand j'ai vu ça au départ, je me suis dit, c'est pas pour moi. Parce que ça va être trop cher, effectivement. Et j'ai des clients qui me disent, pourquoi tu ne mets pas ça? Mais les clients, c'est Plastic Omnium, c'est machin. Et on n'a pas les mêmes, budgets. Oui. Après, il y a 2 jours, là, j'ai reçu un mail. Il y a un appel à manifestation d'intérêt là pour l'industrie du futur encore. Et là, je me dis que justement, je me suis dit, est-ce que c'est pas l'occasion de pouvoir investir dans du matériel? Alors, j'ai pensé aux tablettes, mais j'ai repensé aussi, voilà. Ce que je ne sais pas, et là, il faudrait que je fasse un test, c'est comment je pilote, comment je me promène dans les répertoires avec les lunettes, là, avec le masque. Et il faudrait qu'on teste, effectivement. Mais c'est une très bonne remarque. Excusez-moi, oui, Nathalie, Julien. Il y a quand vous parlez de vos problématiques, donc il y a les aspects réalité augmentée où les gens peuvent avoir des lunettes connectées. Et là, ça peut se faire à assez bas coût, parce qu'on on a fait l'expérience à l'école d'ingénieurs. Et puis, il y a des gens qui développent aussi des assistances vocales. Et donc, ça peut être intéressant également quand on ne peut pas toucher un écran pour, par exemple, faire des techniciens de maintenance qui sont en intervention, qui ont besoin de leurs mains, peuvent compléter un rapport vocalement, par exemple. Ouais, ça vaudrait le coup d'essayer, ça. Je me le note, ça. Merci beaucoup. On a une question aussi de Nicolas Tessier de TalkMe, qui est aussi adhérent ID4Car, qui nous demande si vous avez intégré Trello à Teams. Non. Ça, c'est mes limites de… En fait, en gros, c'est moi qui pilote chez nous et en ce moment, je fais que du commercial presque. Donc, je fais partie d'étape. Parce que je peux aussi intégrer Ayobelia à Teams et tout ça, je ne l'ai pas fait. Et je dirais que j'essaye de pas trop aussi, quand je mets des trucs en place chez nous, pas trop casser les habitudes régulièrement. Teams, ça a été compliqué aussi chez moi, Teams au départ. Mais oui, c'est des choses qu'il faudrait qu'on fasse. Oui, surtout que c'est assez simple à faire et à partir du moment où les gens ouvrent Teams, ils n'ont plus besoin d'ouvrir Trello derrière ou Ayobedia finalement, quoi. Tout à fait. Mais je me suis aussi rendu compte, moi, je veux aller à une certaine vitesse et en fait, j'impose beaucoup de choses à mon équipe. Là, je leur ai demandé le management visuel il y a 2 ans. Après, on a fait l'ISO l'année dernière, le Lean, et je me suis rendu compte que je leur avais beaucoup demandé et là, j'essaye de… Oui, justement, ça me pose une question sur votre problématique d'adhésion du personnel. J'ai l'impression que c'est assez descendant finalement comme décision, la transformation digitale. Je pense qu'il pourrait, alors je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais de manière générale, il est plutôt intéressant d'intégrer les différentes personnes, les différents process sur les différents ateliers pour pouvoir ensuite faire venir les solutions qu'elles viennent d'eux. Et là, l'adhésion… c'est comme ça qu'on travaille. Sauf que, en fait, ils étaient super contents. Enfin, ils ont vraiment adhéré pour le fait d'avoir toutes les infos qui arrivent. Par contre, effectivement, ce qu'ils veulent pas, eux, c'est avoir de contraintes. Mais vous avez raison. De toute façon, c'est eux qui vont trouver la solution. C'est pas moi qui vais la trouver parce qu'à partir du moment où je la trouve, c'est une contrainte. C'est ça. Mais en fait, ils veulent tout, que ça soit tout bien pour eux, mais ils veulent pas avoir plus de trucs à faire. Donc, il faut que je trouve l'outil sympa pour que ça soit pas une grosse contrainte. Et effectivement, il faut que ça vienne d'eux. Et le truc, c'est qu'on a commencé à déployer ça début de Covid. Donc, il y a eu toute une période où on a fait du sauve qui peut, quoi. Voilà.
Mais vous avez Je complètement pense pas raison. forcément qu'il faille se centrer sur l'outil en lui-même. Je pense que peu importe l'outil, ce qu'il faut voir, c'est les mettre face à leurs problématiques, leur dire, voilà, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que vous mettriez pour que ça aille mieux et que ce soit plus simple et que ça vous simplifie la vie. Et derrière, là, on voit émerger des solutions et on peut orienter vers les bonnes choses qu'on a envie de mettre dans le plan d'action, quoi. Voilà. Plutôt, si je comprends bien, Nicolas, plutôt peut-être scinder les choses en 2 temps avec une analyse plutôt des enjeux, une étape un peu de diagnostic dans un premier temps, avant d'aller vers un plan d'action. Oui, oui, il faut analyser les enjeux et surtout identifier les douleurs, en fait. Les douleurs par process. Quand on met le doigt sur ce qui fait mal, on a l'habitude, nous, de les faire d'abord décrire le processus en lui-même de manière factuelle. Ensuite, ils nous disent ce qui va sur ce processus. Et ensuite, on a beaucoup plus de choses sur ce qui ne va pas. Et après, on leur demande à eux de trouver des solutions à leur niveau. C'est-à-dire que si tout était possible, ce qui est quasiment le cas aujourd'hui avec le numérique, eh ben, qu'est-ce qu'ils feraient? Et là, on est assez surpris finalement, même s'ils ne connaissent pas le vocabulaire ou la terminologie, ils trouvent des solutions finalement assez facilement en faisant des analogies par rapport à ce qu'ils utilisent. Vous parliez de commander à McDo, bah on est exactement là-dedans. Et là, à partir du moment où ils se sont impliqués, où eux, ils défendent en face des autres leurs idées par rapport à ça, l'implication derrière, elle est presque totale et immédiate, quoi. Donc voilà, c'est dans la Effectivement, ce qui a été néfaste, c'est quand tout d'un coup, avec le Covid, on leur a imposé plein de trucs d'un coup alors qu'on avait prévu de le faire sur 6 mois. Et je comprends, Oui. c'est sûr que ça fait mal effectivement à l'accompagnement au changement, quoi. Donc, faut qu'on recommence à zéro, quoi. Voilà. Mais peut-être une autre piste, peut-être au niveau de votre problématique sur l'atelier. Il existe aussi alors je sais pas, peut-être à creuser, il existe des blocs-notes connectés qui du coup, avec un simple stylo spécifique et un bloc-notes classique ou des feuilles préétablies imprimées, on peut écrire dessus ce qu'on veut et directement ça le transforme en numérique derrière. Et avec un OCR, on peut récupérer la donnée. Donc ça, c'est des choses qui pourraient peut-être être à tester parce que c'est à moindre coût, quoi. ouais. Merci beaucoup. Pour donner des pistes. Ouais, c'est intéressant. Alors, je sais qu'on a Simon Albert d'Excelcar qui est présent notamment. Simon, l'idée était de voir un petit peu comment la digitalisation, si tu m'entends et si tu es toujours là, comment la digitalisation peut s'impliquer vous à l'interne et voilà, quels seraient vos projets ou vos ambitions sur le sujet? Alors, bah, nous, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Excelcar, donc Excelcar, c'est une plateforme d'innovation collaborative. Et donc, on accompagne un certain nombre d'industriels, de laboratoires, de centres techniques à développer leurs projets d'innovation. Donc, nous, notre vision de la digitalisation est potentiellement pas tout à fait sur le même cas d'application par rapport à ce qu'a présenté M. Rocati. Ça va plutôt être les grandes tendances là, on va dire dans la dernière année, ça va être autour de tout ce qui est instrumentation des process. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, il y a quand même un sujet qui fait un peu sens, c'est on a des projets aussi qu'on a menés, que nos membres ont menés autour de la digitalisation de la formation. Et ça semble être un vrai sujet et avec des problématiques qui sont relativement similaires à l'adhésion, on va dire, des opérateurs ou des utilisateurs à ces nouvelles technologies. Et donc, ce dont on se rend compte sur Excelcar, c'est bon, bah voilà, on développe des innovations, c'est super, on trouve des intérêts, mais les plus gros freins, généralement, sont pas techniques, les plus gros verrous, mais plutôt sur cette notion d'acceptation de la technologie. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que la notion a priori, il faut vraiment y aller par petits pas et
y a certainement à mettre en place dans beaucoup d'entreprises une initiation des gens qui sont vraiment sur le terrain aux technologies qui vont apparaître, enfin qui sont déjà apparues ou qui vont apparaître dans les temps qui viennent. Voilà un petit peu le. Et ces formations-là, voilà, quelqu'un qui part très loin, ces formations-là, ça existe. Alors, en fait, il faut vraiment l'adapter. Enfin, typiquement, par exemple, nous, on a implanté sur le site de PSA, donc à Charte-de-Bretagne, à la Jeannet. Et donc, oui, ils ont une école de formation interne, mais finalement, la problématique qu'ils ont, c'est qu'ils connaissent pas les technologies qui vont arriver demain. Donc, c'est difficile. L'école n'a pas forcément, typiquement, ces outils-là en main. Donc, c'est quand même des sujets assez compliqués. Et du jour au lendemain, un opérateur qui se retrouve avec un casque de réalité augmentée, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple. Oui, pour rebondir là-dessus, très souvent, ce qui fonctionne bien, on l'a vu à l'école d'ingénieurs, c'est de mettre un stagiaire, un étudiant, donc sur un projet de ce type, parce que nos jeunes, ils sont habitués aux nouvelles technologies, ils connaissent un petit peu les outils et ils peuvent justement aller sur le terrain, comprendre le besoin des opérateurs et si besoin adapter des outils ou faire l'interface avec les outils existants pour proposer des choses avec une approche participative. Et ça fonctionne assez bien. On a on a beaucoup de stages qui sont sur ces thématiques-là. Et pour avoir visité, j'ai vu par exemple dans des endroits où il y avait de la manutention, ils avaient des gros gants. Effectivement, je crois qu'il y avait des tablettes qui permettaient quand même de pouvoir sélectionner des choses. Et les gens étaient ravis parce qu'ils avaient construit ça avec l'étudiant et ils voyaient qu'ils gagnaient du temps, ils gagnaient en fiabilité. Donc, sur des exemples comme ça, je suis preneur, parce que ça correspond vraiment à un même monde. On a tous les ans des étudiants qui donc à l'école d'ingénieurs qui travaillent effectivement sur ces domaines-là et on les forme. La particularité de l'école, c'est vraiment de les former sur ces aspects-là, sur la digitalisation, sur l'aspect 4.0. Je trouve ça intéressant aussi de voir qu'au niveau des écoles d'ingénieurs, justement, les lignes sont en train de bouger sur ces sujets-là et qu'on voit que les offres de formation sont aussi en train d'être adaptées aux besoins des industriels. Enfin, voilà, c'était pour reboucler rapidement. Pour continuer, on a la formation à démarrer cette année en apprentissage. Donc sur 3 ans, parce que ça permet, quand on a un stagiaire sur 3 mois ou sur 6 mois, bon, c'est intéressant, mais on voit bien que la transformation numérique, ça peut durer plus longtemps que ça. Et donc ça permet comme ça d'accompagner un projet sur déjà du moyen terme. Et puis on a aussi de la formation continue. Donc voilà. Donc effectivement, à l'ANSIBES, on est très à l'écoute puisqu'on voit bien qu'il y a un énorme besoin et que nous, on peut accompagner aussi bien en enseignement que en recherche. Puisque on peut accompagner les entreprises aussi pour étudier, comme on le disait par exemple tout à l'heure, des lunettes connectées. Voilà. Donc en fait, il y a énormément de possibilités techniques. C'est difficile de pas s'y perdre. C'est difficile de choisir, comme on l'a dit, les bons outils, de pas prendre un marteau-piqueur pour enfoncer un clou. Voilà. Donc arriver à choisir la bonne architecture de données. À garantir la continuité numérique, tout ça sont des problématiques en fait avec lesquelles on est relativement, on traite ça régulièrement. Vous mettez le doigt dessus. Moi, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je suis la tête dans le guidon. Enfin, je fais commercial, achat, responsable BE, machin, et j'arrive pas à prendre du recul justement pour me poser ces questions-là. Enfin, pour choisir. Voilà. J'ai fait des choix et après je me dis allez, j'espère que j'ai fait le bon choix et je continue là-dedans, quoi. Et j'ai pas le temps donc, non, mais je vais me poser la question d'un apprenti. Et je voulais vous montrer. J'ai toujours le partage d'écran là, Simon? Ouais. Toujours, ouais, tout à fait. Ouais. Un truc tout bête, vous voyez, j'ai une checklist. Je demande à un gars de valider les choses d'une checklist. Là, j'en ai construit une. Il clique sur le truc, il y a le titre de la checklist, et derrière, il a juste à cocher pour dire c'est fait, c'est pas fait, quoi.
Là, ça, j'arrive pas à leur faire faire, quoi. Donc, effectivement, faut que j'arrive. Et rien que le fait, une liste de travaux, c'est fait, c'est pas fait, vous imaginez, moi, je suis n'importe où, j'ai accès en direct de si c'est fait, c'est pas fait, quoi. Sans aller dans un ERP, c'est hyper facile d'accès, quoi. Il clique sur un post-it, il clique sur le truc. Alors, effectivement, il y a un autre aspect très, très important, c'est le fait d'avoir des interfaces qui soient adaptées au public. Et là, c'est aussi une dimension qu'on a en termes de laboratoire de recherche. On travaille beaucoup sur des interfaces dites écologiques, c'est-à-dire qui peuvent vraiment s'adapter au contexte, au public et qui répondent exactement aux besoins. Et parce que si on n'est pas vigilant à la qualité de cette interface, effectivement, le projet va être repoussé tout de suite, quoi. Donc, oui. Oui, puis je pense aussi qu'à terme, on va devoir être de plus en plus dans des logiques de sur-mesure, comme vous êtes en train de le dire. On pourra plus plugger des suites toutes faites sur l'activité des entreprises. Il faudra aussi vraiment réfléchir à du sur-mesure. oui, parce qu'il y a une grande disparité face au numérique. C'est-à-dire que, effectivement, on dit les jeunes, ils sont habitués, mais ils sont habitués en fait à être sur un téléphone portable, mais ils sont pas forcément toujours tant à l'aise que ça avec un ordinateur. Donc après, il y a les plus anciens, on l'a dit, hein, effectivement, qui sont au papier. Donc il va falloir tenir compte de cette disparité et même, enfin, là où on travaille, c'est que ce soit l'utilisateur lui-même qui paramètre son interface en fonction de son, on va dire, son degré d'habileté, d'agilité, enfin voilà. Et donc au fur et à mesure, on peut avoir, on va dire, un paramétrage simple au départ pour quelqu'un qui débute, et puis permettre de raffiner au fur et à mesure de l'acquisition de compétences, tout simplement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir puisque on nous reste 5 petites minutes pour reboucler et conclure cet échange? Je voyais qu'on a Pierrick d'Edixia, je crois, qui est présent, qui nous a rejoint en cours de session. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Je m'excuse. J'avais une réunion avant et elle a duré. Donc je vous ai rejoint un peu tard. Donc j'écoute, je vois des choses intéressantes. J'espère que je pourrai le revoir après parce que déjà ça, quand je vois le tableau là, ça doit être séquenceur, c'est un logiciel. Non, c'est pas séquenceur. Ça doit être un logiciel. Le logiciel c'est IOBA et le tableau s'appelle séquenceur. Mais... D'accord. Ok. Non, mais ça a l'air intéressant. Après, j'ai pas plus de remarques à faire parce que je suis arrivé très tard. Je m'en excuse encore. Par contre, je rejoins tout à l'heure. J'entendais. Alors, j'ai pas noté les noms. J'entendais que la période du Covid avait coïncidé avec le démarrage de ce projet digital. Alors, j'ai juste une question là. Ce projet digital était prévu déjà. Et il a démarré à ce moment-là ou ça fait 2 ans que je travaille dessus. Oui. Non, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Tous les tableaux que vous avez vus, ça fait 2 ans que ça marche, ça. D'accord. Par contre, j'ai voulu accélérer et passer à une autre étape, c'est le remontant. Et là, c'est arrivé en plein digital. D'accord, parce que nous on est quand même une entreprise où on a l'habitude de l'informatique, on a l'habitude du digital. Hein. Nous, on fait de l'inspection optique, donc on a l'habitude de ça. Et la période du Covid nous a fait nous remettre en cause et de nous dire, voilà, on est dans une période qui est compliquée. Les gens vont plus pouvoir se déplacer. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Et en fait, notre réponse, ça a été de dire, il faut qu'on digitalise absolument tout ce qu'on fait pour pouvoir les faire en ligne. Et donc, par exemple, je vous cite juste un exemple. Il y a une action très forte qui est passée. On fait des démonstrations. On a l'habitude de faire des démonstrations chez nos clients. On a l'habitude de les faire venir chez nous. Donc ça, c'est compliqué, surtout quand on va relativement loin, puisqu'on travaille de manière importante à l'export. Et on s'est dit, voilà, maintenant nos démonstrations, il faudrait qu'on trouve le moyen de les faire en ligne et de faire participer le client. Donc le client est chez lui, nous on est chez nous, et puis on fait participer. Donc on est en train de monter un studio
On a des formations sur de la prise de vidéo, sur de la prise de parole en public, sur de la prise de parole devant une caméra. Donc pour aller digitaliser en fait notre savoir-faire, parce que notre savoir-faire à la base il est là. C'est montrer, alors c'est le POC, Proof of Concept, c'est ce qu'on est capable de faire. Donc c'est juste un petit retour d'expérience pour se dire il y a plein de voies en fait qui peuvent arriver, et c'est pas parce qu'on est dans une période de Covid qu'on doit tout arrêter. Alors effectivement, je rejoins un petit peu ce que vous disiez. À un moment, les gens ils peuvent être saturés avec tout ça. Nous on n'a pas que ça. On a une grosse démarche LinkedIn aussi qui est actuellement mise en place. Honnêtement, moi je vois plus mes journées. Je commence le matin à 7h30, à 21h30, des fois j'y suis encore. Je passe mon temps en réunion, je passe mon temps avec les gens, un petit peu moins avec les clients parce qu'ils sont moins présents, mais voilà, la digitalisation, c'est aussi un état d'esprit. C'est de se dire comment on peut faire, qu'est-ce qui rapporte aux clients, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien que ce soit en interne, il faut aussi que ça rapporte aux clients. Et il faut toujours que ce soit orienté client. Alors, je ne sais pas si vous avez abordé cette partie-là, mais voilà, c'était juste un petit retour d'expérience de ce qu'on a fait chez Edixia. Bah, c'est vrai que votre intervention est intéressante parce qu'on n'a pas forcément trop, en tout cas pas de cette manière-là, évoqué l'importance de rester orienté client et centré client. Et c'est vrai que voilà, je trouve que ça vient bien compléter ce qu'on a pu se dire aussi avant, même si par le biais de la présentation de Trello, notamment qui est utilisée par ADI, on a vu que voilà, il y avait aussi cette logique de relation avec l'externe qui restait très très importante. Mais voilà. Moi, les clients adorent. On a des clients qui reviennent chez nous, ils adorent. Et quand on doit, forcément, quand ils viennent, on discute de leur projet. Et là, on va sur les grands panneaux, on prend leur projet et tac, 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 on met les post-it dans tous les sens. Alors là, ils sont ravis et surtout, ils sont confiants sur le fait que tout est sous contrôle. Et j'en suis même à un point où avant, on me demandait des plannings hebdomadaires et maintenant, on ne me demande plus de planning. Parce qu'on dit, chez ADI, c'est sous contrôle. Et ça, je gagne du temps. Et le client est très content. Et il sait qu'à n'importe quel moment, il peut avoir l'info très facilement aussi. Il n'a pas accès à l'info, mais il aura quelqu'un qui va avoir la bonne info. Ouais, ça c'est vraiment. Je pense que c'est deux démarches complémentaires, quoi. C'est cette démarche en interne qui est aussi orientée client, d'après ce que vous dites, et puis vraiment penser la relation client jusqu'au bout. Alors je sais pas, c'est notre cas personnel à Edixia où on a beaucoup de clients dans l'automobile par exemple, donc là c'est la période est très compliquée, mais voilà, dans l'aéronautique aussi on n'a pas de chance, on a deux gros secteurs qui sont l'aéronautique et l'automobile, et donc voilà, en fait on a changé chez Edixia la période du Covid, ça a été vraiment l'idée de se remettre en cause et de se dire comment par rapport à ce qu'on ressent de la situation, comment est-ce qu'on peut faire pour réagir par rapport à ça et pour changer nous-mêmes. Et alors, ça induit en interne, si on revient chez nous en interne, cette façon d'aller penser la relation client. C'est maintenant de se dire, nous on avait un problème, c'est que beaucoup de déplacements. Alors on est dans l'automobile, donc on se déplace, on y va le week-end, voilà, pendant les vacances, Noël, les choses comme ça. Et alors il y a un gros problème, c'est que comme je disais tout à l'heure, on peut plus se déplacer. Puis les gens au bout d'un moment, ils sont usés. Constamment se déplacer. Donc même si quand on est jeune, on aime bien aller se déplacer, quand on a 35 ans et 2 enfants, c'est un petit peu moins vrai. Et donc naturellement, cette façon de penser, ça nous fait au terme de processus en interne, ça nous fait nous dire, voilà, il faut notre démarche qu'on a commercialement, parce que c'est d'abord une démarche commerciale, il faut qu'on l'intègre en interne pour aller dans ce sens aussi, pour aller faire de plus en plus d'interventions en ligne, pour aller faire des démonstrations, les formations en ligne. Voilà. Le but, c'est vraiment de pousser ça le plus loin possible. On n'y arrivera peut-être pas, mais au moins on a cette idée-là. On a ce cap. Je trouve ça intéressant. Et aussi, si je peux moi parler un petit peu côté idée Forecast, on est aussi finalement dans cette logique de digitalisation. Nous, c'est notre activité événementielle en ce moment qui est en train d'être digitalisée. Preuve en est aujourd'hui. Avec ce format webinaire, on a fait des ateliers d'émergence projet, brainstorming en format webinaire, alors que il y a encore quelques mois, tout le monde se disait faire de l'émergence projet en mode dématérialisé, mais c'est impossible, on va jamais y arriver, les gens vont pas se parler, on va pas réussir à aboutir à un résultat concret. Et finalement, on se rend compte que voilà, lorsqu'on a plus le choix dos au mur, on arrive quand même à bouger nos lignes et à faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est vrai que je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ces démarches de digitalisation que ce qu'on a imaginé jusque-là.
C'est très intéressant. On a aussi Philippe Kosker d'Agemos Software qui était présent. Je ne sais pas, Philippe, si tu voulais intervenir pour nous évoquer un petit peu le cas d'Agemos. Non, pas particulièrement. Donc nous, on n'est pas tout à fait dans le même secteur puisqu'on est déjà dans la partie digitale. Donc on fait des applications web et mobiles. Donc le traitement en fait des projets clients est déjà, je dirais, dans un. On utilise déjà des logiciels de gestion de projets qui sont digitalisés en cloud. Le jour où on a dû confiner, en fait, pour être honnête, ça a pris à peu près un quart d'heure pour organiser le télétravail. Donc, quelque part, même au bureau, on télétravaillait en fait déjà. Sauf que les gens étaient dans la même pièce, mais en fait, tout se faisait déjà à distance avec des moyens digitaux. On a aussi des systèmes, est-ce que je voyais passer ça sur les interventions potentielles. On a des systèmes de ticketing aussi qui sont possibles côté client quand ils sont, je dirais, assez mûrs pour pouvoir mettre un ticket directement dans le dispositif. Et ils peuvent aussi avoir des comptes rendus automatiques sur ce qui est fait. Donc, quand on finit une tâche, on dit fin de tâche. Et puis, au bout d'un certain nombre de tâches, quand on a des lots complets, ça permet d'avoir une information qui va directement vers le client et qui l'informe de l'avancée de son projet presque en live. Voilà. Alors, tous les clients ne sont pas demandeurs de ce genre de dispositif, mais on a déjà cette possibilité-là. Donc, alors on n'a pas, c'est pas un outil qui permet de séquencer de cette manière-là. On travaille par je dirais par des lotissements, donc il faut rentrer dans un système de lot par lot et dans lesquels on va retrouver par lot des tâches. Mais ce sont des outils très très bien adaptés au découpage de projets informatiques et qui existent déjà depuis X années. Voilà. Donc, mais c'est bien de voir ce genre de dispositif et c'est vrai qu'on peut les relier à des CRM par exemple. On a relié notre système de gestion de projet informatique au CRM. Donc, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Hein. C'est bien. On vit dans une époque fantastique. Voilà. Oui, c'est un bon cocktail. Totalement. Ok, bah écoutez, je vous propose de reboucler rapidement. Si moi j'avais une conclusion à faire, ce que je trouve intéressant, c'était que notre premier événement de l'année autour de la digitalisation en février dernier nous avait fait arriver à la conclusion que la digitalisation était bien un outil incontournable. Et si j'avais une conclusion aujourd'hui à faire, je dirais que pour autant, on sent aussi que l'humain reste primordial, l'accompagnement, la formation, l'accompagnement en changement, la formation, la prise en compte des clients. Voilà, l'humain reste au cœur des préoccupations qu'on doit avoir, même dans des processus de digitalisation. Voilà, c'était la petite ouverture philosophique avant d'aller manger. Eh ben, merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci à Guillaume bien sûr pour son intervention. Merci à vous d'avoir participé. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous invite à suivre de toute façon l'agenda ID4CAR et les prochains événements qui pourront émerger puisqu'on a un planning assez chargé pour la fin d'année. Donc il va y avoir pas mal de choses à voir le jour. Donc ne pas hésiter. Ce sera avec plaisir en tout cas que je vous retrouverai lors de prochains événements. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne fin de Au journée. revoir. Merci, Au revoir. monsieur Roquette.